Cette vidéo concerne la correction de la page 27 du chapitre 4. Donc ici, on vous dit que pour produire l'acide sulfurique qui est utilisé dans la batterie de voiture, eh bien, il faut passer par plusieurs réactions, d'accord, qui utilisent en fait à chaque fois les produits de la réaction précédente. Donc le SO2 est produit, il va être utilisé lors de la réaction suivante pour produire ici le trioxyde de soufre, et le trioxyde de soufre va être utilisé ici pour produire l'acide sulfurique enfin. Donc on vous dit quelles sont les étapes à favoriser, quelles sont les conditions à favoriser pour permettre une production maximale de HSO4, puisque ici on veut un rendement optimal. Le rendement, je vous rappelle, c'est la masse obtenue sur la masse attendue. La masse attendue, ça serait de 100%, bien sûr, si la réaction était complète. Mais comme ici, on est dans des réactions incomplètes, on essaye de jouer sur le principe de Le Chatelier de manière en fait à favoriser, à pousser la réaction vers la droite et avoir le maximum de produits. Donc d'abord, on va regarder par rapport à la température. Pour savoir quelle va être l'influence de la température, il faut d'abord déterminer si c'est une réaction endothermique ou exothermique. Ici, le delta H est négatif, ça veut dire que la réaction est exothermique. Donc on met E du côté des produits. D'accord ? Donc ici, pour savoir quelle va être l'influence de l'énergie thermique, vous pouvez faire plusieurs tests. Ok ? Vous pouvez dire, ok, si j'augmente l'énergie, qu'est-ce qui va se passer ? Le système va vouloir la diminuer. Ok ? Et s'il veut la diminuer, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'il la consomme. Et pour la consommer, il faut que ce soit la réaction inverse. D'accord ? Par contre, si moi, je diminue mon énergie thermique, le système va vouloir l'augmenter. D'accord ? Et donc, pour l'augmenter, il faut la produire. Ok ? Il faut la produire. Et donc, pour la produire, ça va être la réaction directe qui va être favorisée. Et vu que nous, c'est ce qu'on cherche à avoir, une réaction directe qui va être favorisée, tant mieux. Et comme toutes les réactions sont exothermiques, vous voyez ici, à chaque fois, en fait, il faut diminuer la température. Donc, la température doit être diminuée. D'accord ? Pour savoir quelle température optimale ici, on n'est pas dans ces préoccupations-là ici. L'objectif est simplement de savoir si une température plus élevée ou plus basse va être favorable à la réaction. Donc la température doit être diminuée ici pour que le rendement soit optimal. On va s'intéresser maintenant à la pression. Alors, pour que la pression ait un quelconque effet sur la réaction, déjà on doit avoir des éléments à l'état gazeux. C'est le cas dans les trois réactions. Et il faut qu'il y ait un nombre de moles gazeux qui soit différent dans les réactifs et dans les produits. Ici, on a une mole de gaz, une mole de gaz. Donc ici, la pression ne va avoir aucune influence sur cette réaction. Ici, on a 3 moles de gaz ici, et ici, on a 2 moles de gaz. Donc ici, un changement de pression va forcément avoir une conséquence. Et ici, on a 1 mole de gaz et 0 mole de gaz. Donc là et là, un changement de pression va avoir un effet, et donc on peut jouer sur la pression pour diriger au maximum la réaction vers la droite. Alors encore une fois, moi je vous propose, si ce n'est pas intuitif pour vous, de faire à chaque fois les deux possibilités. Donc si on augmente la pression, le système va vouloir diminuer la pression. Et donc pour diminuer la pression, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est le nombre de moles de gaz. Donc on doit diminuer le nombre de moles de gaz. Ok, donc ici on a 2 plus 1, on a 3 moles de gaz, ici on a 2 moles de gaz. Donc si on veut diminuer le nombre de moles de gaz, il faut favoriser la réaction directe. D'accord ? À l'inverse, si on diminue la pression, le système va vouloir l'augmenter et on va faire la réaction inverse. Donc ici, je ne fais pas la deuxième possibilité parce que la première me correspond déjà à ce que je souhaite, c'est-à-dire favoriser la réaction directe. Donc si je fais ça, c'est la réaction directe qui va être favorisée. Dans la troisième équation, si j'augmente ma pression, eh bien, le système va vouloir diminuer ma pression en diminuant le nombre de moles de gaz. Et donc ici, j'ai 1 mole de gaz, ici j'ai 0. Donc je vais devoir aller dans le sens de la réaction directe, ce qui me convient totalement. Et donc, maintenant que j'ai fait le test pour mes deux équations contenant un nombre de moles de gaz différents dans les réactifs et dans les produits, je sais que pour que la condition de pression optimale pour un rendement optimal, ça va être une pression qui est augmentée. Encore une fois, vous pouvez faire les différentes possibilités et à chaque fois sélectionner la possibilité qui va favoriser la réaction directe. Enfin, concernant la concentration, eh bien ici, donc, il faut regarder au niveau des réactifs et des produits. D'accord ? Ici, je vous avouerai que je ne sais pas si toutes les réactions se passent dans le même compartiment ou si elles se passent les unes à la suite des autres dans des compartiments différents. On va considérer qu'elle a lieu dans le même compartiment. D'accord ? C'est une réaction ici en chaîne. Imaginons qu'elle a lieu dans le même compartiment. Donc ici,
Si j'augmente par exemple la quantité de S, de soufre, d'accord? Le système, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de la diminuer. Pour la diminuer, il faut la consommer, ok? Et donc pour la consommer, c'est la réaction directe qui va être consommée, ok? Donc ici, on peut dire que le fait d'augmenter S va pousser, on va avoir une plus grande quantité de SO2. Si on a une plus grande quantité de SO2, ben, ça va aussi pousser cette réaction vers la droite, donc on aura une plus grande quantité de SO3. Et si on a une plus grande quantité de SO3, ça va aussi pousser la réaction ici vers la droite, d'accord? Idem pour le dioxygène ici. Si on augmente la quantité de dioxygène, ça va pousser la réaction vers la droite puisque le système va vouloir le consommer. Donc ça sera la réaction directe. Il en sera de même ici, d'accord? Et pour la quantité d'eau, on peut aussi l'augmenter pour favoriser la réaction directe. Donc au niveau des réactifs, on peut dire une augmentation de la concentration de S. Je vais mettre plutôt concentration plutôt que concentration à l'équilibre. Concentration, une augmentation de la concentration de O2 et une augmentation de la concentration de H2O. D'accord? Ça va favoriser à chaque fois la réaction directe. Pourquoi est-ce que ici, je ne propose pas de modifier la quantité de produit? Parce que je pourrais ici dire oui, on augmente la quantité de SO2. Mais si on augmente la quantité de SO2 et que ça se passe les trois réactions dans le même compartiment, eh bien ici, le SO2 ici, on va pousser la réaction vers la gauche, d'accord? Parce que le système va vouloir le consommer, donc favoriser la réaction inverse. Donc ici, on ne va pas toucher ici. Par contre, ici, le dernier produit, ici, si, imaginons, on le consomme, que va essayer de faire le système? Donc si on le retire au fur et à mesure de sa production, imaginons qu'on puisse le faire, eh bien si on le retire ici, que va essayer de faire le système? Il va essayer d'en produire un peu plus. Et donc, que disais-je? D'en produire un peu plus. Et donc, pour le produire, bah, ça doit être la réaction directe qui va être favorisée. Donc, ce produit-là, on peut le toucher car il n'intervient dans aucune autre réaction comme réactif. D'accord? Ces deux-là, on ne peut pas les prélever parce qu'ils servent pour la réaction suivante et on ne peut pas augmenter leur quantité parce que sinon, on va pousser la réaction ici dans le sens inverse. Et ce n'est pas l'effet escompté. Ok? Et donc, on peut rajouter ici que la diminution de la concentration de HSO4 va pousser tout le système ici vers la droite. On va passer à l'exercice suivant. Donc ici, on nous parle de phosphogène, qui est un gaz qui est produit. Et on nous parle de la synthèse du phosphogène, qui est une réaction incomplète qui conduit à un état d'équilibre dynamique. On nous dit à une température donnée, un ballon de 1 litre contient 0,60 mol de phosphogène, 0,30 mol de monoxyde de carbone et 0,10 mol de dichlore. Et on nous dit qu'on ajoute 0,40 mol de dichlore à température et volume constant et on nous demande de déterminer les concentrations à l'équilibre des trois corps lorsque le nouvel équilibre est atteint. Donc ici, on nous dit nouvel équilibre. Ça veut dire qu'on a une situation initiale et une situation finale. On a deux équilibres distincts. On a un nouvel équilibre et vous savez très bien par le principe de Le Châtelier que lorsqu'on exerce une modification au niveau de la pression, de la température ou de la concentration, on modifie l'équilibre et on arrive à un nouvel équilibre. D'accord? Donc déjà, on peut noter les données ici. Donc on nous dit à l'équilibre, on a 0,60 mol. Donc dans le premier équilibre, on a 0,60 mol de COCl2. Tac, tac, tac. Ici, je suis ici. Oui, malheureusement, c'est pas visible, mais c'est pas grave. Donc, on a 0,60 mol ici de COCl2, 0,30 mol de CO et 0,10 mol de Cl2. Donc, je vais réécrire tout ça. Donc, le nombre de moles à l'équilibre, ici, j'ai 0,60 mol de COCl2, 0,10 mol et 0,30 mol. Voilà. Ici, comme le volume est de 1 litre, ici, ça va juste être 0,30 mol par litre, 0,10 mol par litre et 0,60 mol par litre. On nous dit en fait qu'à ce nombre de moles à l'équilibre, on vient ajouter ici 0,40 mol de Cl2. D'accord? C'est bien ça, hein? Oui, 0,40 mol de Cl2. Alors, quand on vous dit qu'on rajoute, eh bien, on construit un deuxième tableau pour une deuxième situation. Donc, on met ce nombre de moles à l'équilibre comme étant le nouveau nombre de moles initial. Puisqu'on repart pour une nouvelle situation, eh bien, le nombre de moles à l'équilibre de la situation précédente devient le nombre de moles initial de la situation suivante. D'accord? On repart de ça. Donc, ici, je vais réécrire ici 0,30 moles.
ici 0,10 mol, et ici 0,60 mol. Schéma lecture molaire, là j'ai oublié de le mettre avant, mais c'est exactement la même chose. Donc le coefficient stoichiométrique. Donc ici on ne connaît pas le nombre de moles, et on va voir si c'est nécessaire ou pas. Ok. Donc ici pour le nombre de moles qui a réagi, bah, ça va être moins x plus x. Et pardon, j'ai oublié de rajouter une chose. On nous dit que la modification qu'on fait, c'est qu'on ajoute 0,40 mol de Cl2. Donc, à cette situation ici, on ajoute 0,40 mol. Donc ici, j'ai 0,10 plus 0,40 mol de dichlore. Donc ici, on ne me donne aucune information sur le nombre de moles à l'équilibre, donc je vais laisser ça sous forme d'équation. Donc au final, j'ai 0,30 mol moins x. Ici, j'ai 0,50 moins x, et ici j'ai 0,60 plus x. Ok. Moi, ce qu'on me demande de faire, c'est de trouver ici les concentrations à l'équilibre. Donc, je dois trouver ça. Donc, je ne dois plus avoir ces x. D'accord. Bah, tout ce que je sais, moi, c'est j'ai 0,30 moins x mol par litre, 0,50 moins x mol par litre et 0,60 plus x mol par litre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a quand on est face à ce type de problème? Eh bien, on remet tout ça dans la seule équation qu'on a vue, la loi de Gull-Verewag, c'est-à-dire l'expression de Kc. C'est la seule formule dans laquelle on a les concentrations à l'équilibre. Donc, bah, on va écrire ça. Kc est égal à la concentration de CoCl2 divisé par la concentration de CO fois la concentration de Cl2. Ok. Mais le problème ici, c'est qu'on ne nous donne pas de valeur de Kc. Mais peut-être qu'on peut trouver la valeur de Kc grâce à la situation 1. Étant donné qu'on nous dit qu'on est à température constante et volume constante, on sait que le Kc ne dépend que de la température. Et donc, si la température ne change pas pour une réaction donnée, le Kc ne va pas changer. Ok. Donc, est-ce que ici, on peut trouver ces éléments-là pour la situation A? Ah oui, en effet, on a la concentration à l'équilibre de CO, de Cl2 et de CoCl2. Donc, on peut calculer le Kc ici. Donc, le Kc, ça va être égal à 0,60 divisé par 0,30 fois 0,10, ce qui nous donne un Kc de 20. Et maintenant qu'on a trouvé le Kc pour la situation 1, on peut l'utiliser pour la situation 2, étant donné que ce sera exactement le même à température constante. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Donc mon nouveau Kc, j'ai écrit ça, j'ai remplacé par les concentrations à l'équilibre qui sont ici. Et donc, comme d'habitude, ici, je vois que j'ai une expression en x carré, en x, et que j'ai des valeurs numériques. Ça veut dire que c'est une équation du deuxième degré à une inconnue. L'inconnue étant x ici. Donc, ça veut dire que la manière de résoudre cette équation, c'est d'abord d'arriver à une expression du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, ça va être de mettre tous les éléments d'un côté pour avoir une expression est égale à 0. Et une fois que j'ai réussi à avoir une expression égale à 0, eh bien, je vais calculer ici le discriminant, delta, qui va me permettre après de trouver la réponse. Donc, pour trouver le discriminant, c'est b carré moins 4ac, donc b, donc a, b, c, ce sont les valeurs numériques. B carré moins 4ac, ici b est égal à moins 17 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 20, fois c, c'est-à-dire 2,4. J'obtiens un delta est égal à 97. Ok ? 97, oui, c'est bien ça. Ensuite, donc pour trouver les deux réponses possibles, ça va être donc x1, x2 est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Donc en fait, x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ok, donc ici je trouve deux valeurs différentes, 0,67 et 0,176. Donc une des deux solutions est toujours impossible. D'accord? On ne peut pas avoir deux réponses possibles. Donc si x est égal à 0,67, eh bien la concentration de CO, je vous rappelle que CO est ici, c'est 0,30 moins x. Donc ça devrait être 0,30 moins 0,67. On aurait une réponse, une concentration qui est négative et un nombre de moles qui est négatif. Et ça, on sait que c'est impossible. Donc, étant donné que ça, c'est impossible, la bonne réponse est forcément l'autre. Vérifiez quand même, parce que si l'autre est mauvais, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre calcul et que vous devez recommencer. Donc, on trouve une valeur de x est égal à 0,137. Et donc, maintenant, on peut trouver ici la concentration. Donc, on fait 0,30, excusez-moi, 0,30 moins ici
on obtient une valeur de 0,12 mol par litre. Ici, si on fait 0,50, on obtient une valeur de 0,32 mol par litre. Et ici, si on fait 0,66 plus, on obtient une concentration de 0,83. Ah, j'ai mis, pardon, c'est 0,60, autant pour moi. C'est 0,78 mol par litre. Ok? Alors, juste une chose importante que je tiens à vous rappeler, ne pas arrondir les valeurs intermédiaires, d'accord? Donc ici et ici, on obtient des valeurs avec beaucoup de chiffres après la virgule. Je sais que c'est laborieux, mais soit enregistrer les valeurs, donc pour ceux qui ont des Texas Instruments, vous cliquez sur ça, par exemple, si je fais 2 plus 1 est égal, vous cliquez ici sur STO et vous l'enregistrez comme valeur B, d'accord? Et à chaque fois, vous pourrez aller rechercher cette valeur ici. Donc, vous faites tac, tac, et vous aurez cette valeur-là qui sera enregistrée. Et pour ceux qui ont une Casio, le problème, c'est que vous pouvez simplement enregistrer la dernière réponse. Donc, 1 plus 12 plus 1. Donc, vous l'enregistrez ici, vous mettez R. Et puis, lorsque vous allez faire un autre calcul, vous mettez votre valeur, par exemple, plus la dernière réponse que vous avez obtenue. Vous allez voir qu'on obtient 14, d'accord? Donc, malheureusement, sur l'occasion, on peut enregistrer que la dernière valeur. Sur les Texas, on peut enregistrer plusieurs valeurs. Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est, en fait, réécrire tout le calcul. Par exemple, ici, x moins, 0,60 moins 17 moins racine carrée de delta sur 2 fois 20 pour obtenir vraiment une réponse qui est fiable. Parce que si vous arrondissez en fait les valeurs intermédiaires, vous allez avoir une réponse finale qui va être totalement faussée, tellement vous avez fait des arrondissements. D'accord? Ça peut sembler léger comme de faire des approximations comme ça, mais ça peut avoir des grandes conséquences.